Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel, cette fois-ci sur Photoshop. Effectivement, j'ai beaucoup parlé de Cyril ces derniers temps, dans les derniers tutoriels, mais effectivement, que fait-on après avoir fini notre image dans Cyril? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je vais passer rapidement sur les fonctionnalités de Photoshop, je ne vais pas faire un traitement complet. Mon propos va être en fait de vous faire découvrir comment fonctionne Photoshop, et surtout, je vais essayer de vous faire comprendre comment utiliser les outils qu'il propose, et pas de vous faire une démonstration. Le but étant de savoir que chaque image est différente, euh, que chaque traitement va l'être aussi, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la même image et faire deux traitements différents dessus. Donc mon but c'est de vous apprendre comment vous servir de chaque outil et de comprendre comment les adapter à vos images et à votre goût aussi, à votre façon de faire, votre objectif, un affichage internet ou un affichage imprimé par exemple. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop, je vais faire un petit tour rapide. Euh, pour la présentation de Photoshop, il se peut que vous n'ayez pas le même visuel, comme ici par exemple. À savoir que ce visuel-là se change notamment ici. Vous avez différentes fonctions qui vous affichent différentes options en fonction de celui que vous choisissez. Vous pouvez le réorganiser un petit peu comme vous le souhaitez aussi, c'est-à-dire que les fenêtres se déplacent, se mettent un petit peu où on veut, et on y accède comme ceci. Donc c'est quelque chose qui est aménageable. Donc prenez soin de vous créer le visuel qui vous convient. Pour ma part, c'est celui-ci. Vous pouvez faire la même chose ou trouver votre propre façon de disposer les choses. Donc cette version, c'est la version CS6. Que dire dessus? Rien de particulier, à savoir que, a priori, sur ce que je vais vous montrer, sauf pour une chose, vous pouvez aussi trouver sur Adobe le Photoshop CS2 qui est gratuit, si vous ne voulez pas payer un Photoshop, et que vous retrouverez a priori les mêmes fonctions et la même puissance de travail en ce qui concerne l'astrophotographie, de la façon, on va dire, basique, dont en tout cas moi je l'utilise. Je ne suis pas un pro de Photoshop ni d'astrophotographie, ce que je fais est relativement simple, et je m'en satisfais pour le moment, et après par la suite peut-être que j'irai vers des versions plus élaborées, ou des techniques plus complexes, que de vieilles versions de Photoshop ne pourraient pas me procurer. Alors sur les fonctions de base, donc ça, on va parler des réglages qui se trouvent ici dans ce visuel, sinon que vous retrouvez ici, donc dans Images, Réglages, voilà, luminosité, contraste, niveau, courbe d'exposition, vibrance, etc. etc. Donc, il y a aussi tout un tas d'autres fonctions qu'on ne retrouve pas ici, mais en tout cas pour ma part, je ne m'en sers pas pour le moment. Je vais vous présenter aussi un petit outil que j'utilise beaucoup, qui est très très pratique, qui s'appelle TK Basic V6, qui est en fait un créateur de masques de luminance, qui a été fait par Tony Kuiper, qui est un photographe américain, donc c'est pour ça le TK. Je mettrai le lien où vous pourrez trouver ce petit soft très 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 pratique pour traiter les photos, pour que vous puissiez le télécharger et l'utiliser aussi. Vous aurez la façon d'installer de décrite dans le téléchargement, donc je ne le ferai pas ici, et on verra ça plus tard. Alors, les réglages de base, donc se trouvent ici, les principaux vont être les 6 premiers, encore que les 5, 6, oui, il y en a 6 vraiment qu'on utilise relativement régulièrement, donc ils vont être la luminosité contraste, les niveaux, les courbes, l'exposition, la vibrance et la saturation, et la balance des couleurs. La teinte également aussi, si vous êtes un petit peu plus avancé, on va dire que c'est un outil qui va vous permettre de gérer les couleurs de manière plus précise, en fonction de ce que vous souhaitez obtenir dans votre photo, qui peuvent par exemple aussi permettre de réduire certains halos sur les étoiles, qui peuvent être un peu difficiles à réduire. Alors vous avez aussi, en parlant de ça, les scripts. Donc les scripts que vous pouvez trouver sur internet, bon, il y a des scripts par défaut qui ne sont pas forcément utiles en astrophotographie, mais vous pouvez trouver sur internet Astronomy Tools qui va vous proposer un certain nombre de scripts
donc qui sont simplement, par exemple, Increase Star Color, qui va en fait augmenter la colorimétrie des étoiles. Donc, qui sont des scripts automatiques, un petit peu comme dans Cyril, c'est-à-dire que vous cliquez sur une Star Color, vous cliquez ici sur lancer le script, et puis un script va s'effectuer de manière automatique et vous apporter une meilleure colorimétrie dans les étoiles. À savoir que dans ces scripts, il peut arriver parfois qu'il faille intervenir, donc entrer des valeurs ou autre. Personnellement, je m'en sers relativement peu, mais il y a certains scripts qui sont très utiles. J'en ai ici un autre qui s'appelle la réduction d'étoiles, tout automatique, donc il suffit simplement de choisir le pourcentage de réduction que vous souhaitez obtenir, et ensuite lancer le script, et ça se fait tout seul. Qu'est-ce que j'ai d'autre que d'étoiles? Anis Astro Action, qui est aussi un autre Astronomy Tools, qui propose un petit peu les mêmes choses, mais fait avec des valeurs différentes ou des techniques différentes. Voilà, des outils que vous trouverez facilement sur Internet. Je mettrai les références en commentaire de la vidéo. Et je vous laisse le choix d'aller les voir, les télécharger éventuellement. La plupart sont payants, bien évidemment. Et ils sont plus ou moins utiles après en fonction des cas. Ça ne va pas être le cas pour cette petite vidéo, qui va simplement essayer de vous apporter le fonctionnement de Photoshop et les bases d'utilisation en astrophotographie. Alors comment fonctionne Photoshop? Donc on a une fenêtre ici qu'il est important d'avoir, la fenêtre des calques et la fenêtre des couches. Celle-là on ne va pas s'en servir aujourd'hui parce que c'est un petit peu plus compliqué d'usage et plus spécifique, mais là on va rester relativement basique. Donc ici, on va voir apparaître des calques qui vont se superposer. Donc Photoshop est bien fait, le mot calque est bien choisi, puisque ça représente vraiment très bien ce que va faire Photoshop. À chaque fois qu'on va appliquer un réglage, Photoshop va créer un calque qui va s'ajouter par-dessus celui-ci. Celui-ci, on voit qu'il y a un petit cadenas, et qui en fait représente le fait que cette image, l'image originale, en fait, va être conservée et ne sera pas touchée par les modifications que l'on va effectuer. C'est pour ça que la première opération à faire, c'est de faire un clic droit et dupliquer le calque. Ce qui va donc copier le calque sur lequel on va jouer et rajouter les réglages que l'on souhaite pour obtenir l'image finale. Ce qui nous permettra, vous verrez par la suite, de faire un avant-après qui sera intéressant. Alors, on va commencer par le premier réglage. Alors, je vous les présente, on va dire, dans l'ordre de position. C'est pas vraiment l'ordre de réglage que l'on va forcément utiliser pour le traitement de l'image. Donc ne vous fiez pas à ça, ce n'est pas une règle. Ils ne sont pas ordonnés de façon chronologique et d'usage. Simplement pour vous les présenter. Donc la luminosité. La luminosité porte bien son nom, elle va gérer la luminosité de l'image. Ça agit sur toute l'image ainsi que le contraste. Voilà. Alors, il faut vraiment, pour chaque réglage, les essayer d'abord, faire comme je viens de le faire, c'est-à-dire jouer sur les curseurs, ne pas hésiter à aller très bas, très haut, de voir les effets que ça provoque, car on peut observer différents phénomènes. Pour chaque réglage, surtout quand on applique le réglage sur l'intégralité de la photo, chaque réglage provoque en fait des bonnes et des mauvaises choses. Donc, si par exemple on fait ça comme réglage, donc on voit bien que on perd beaucoup sur la luminosité des nébuleuses, des nébulosités autour des étoiles, mais les étoiles sont relativement agréables. Alors que si on monte vraiment fort, eh bien on voit apparaître, un petit peu laborieusement quand même, les nébulosités, mais les étoiles grossissent beaucoup. Donc, tous ces phénomènes sont à prendre en considération quand on fait un réglage. Alors ici, c'est donc quand vous appliquez un réglage, ce petit bouton ici vous permet de voir l'image avant, après, et ça, c'est simplement une annulation de toutes les modifications qui ont été apportées par le biais de ce réglage. Donc ça, c'est la luminosité contraste. Là, la courbe de niveau. Donc la courbe de niveau, vous montrez un histogramme.
Et en général, on se sert uniquement de ce curseur-ci qui va permettre en fait de clipper d'une certaine façon les noirs. C'est-à-dire que un histogramme, la façon dont ça fonctionne, vous avez les basses lumières ici, les tons moyens ici, et les hautes lumières ici. Donc ici, on voit bien que dans les basses lumières, il n'y a pas vraiment d'information. Donc ce qu'on cherche à faire, et aussi parce que bon, on voit bien que là l'image est quand même pas surexposée, mais que le fond de ciel est quand même très clair, et on va chercher, puisqu'on fait de l'astrophotographie, que le ciel ici dans ce cas, et donc l'espace, est plutôt noir. Donc on va chercher à faire ressortir ce pan-là de l'astrophotographie. Voilà, donc c'est un petit peu la façon dont on va se servir de la courbe de niveau. Donc comme on peut le constater aussi, vous voyez que le curseur ici bouge. Donc en fonction de l'effet que vous souhaitez obtenir, eh bien, vous pouvez adapter la position de chaque curseur indépendamment. Alors quand vous faites ça par exemple, il faut comprendre aussi que là, vous avez de l'information. Donc c'est ce qu'il faut éviter de perdre aussi, c'est l'information. Alors, il y a des informations qui ne sont pas forcément bonnes à conserver, donc il ne faut pas hésiter à les couper, comme si par exemple vous souhaitez cropper l'image parce que vous avez des défauts, comme j'en ai un petit peu ici, il ne faut pas hésiter à le faire, ça fait partie aussi de la photographie. Donc il faut avant tout arriver à ces fins. Voilà, donc si on fait ça, par exemple, vous voyez que les étoiles grossissent. Lui, le curseur du milieu n'agit pas sur la taille des étoiles. Alors, il faut savoir aussi que vous avez la possibilité de faire ça par couleur. Donc, vous avez une image couleur. Si vous souhaitez clipper, par exemple, les niveaux du rouge, eh bien, vous pouvez agir dessus. Vous voyez que l'image change un petit peu de tonalité. Si vous pensez que l'image est trop rouge, clipez un petit peu les noirs. Et après, vous pouvez jouer sur les tons moyens également. Donc, c'est un petit peu une balance, ça agit un peu comme une balance des blancs, mais uniquement sur les niveaux. Voilà. Après, on va continuer avec les courbes. Alors, la courbe, pareil, donc vous avez votre histogramme qui est ici, avec votre information sur votre image ici. Et ça ressemble quand même bien à la courbe des niveaux. Donc là, de même façon, on va agir sur la courbe. Alors, je vous encourage vivement à, bien évidemment, jouer avec la courbe. Alors, vous voyez que c'est un calcul un peu plus complexe pour Photoshop, puisque sur une courbe, vous agissez sur l'ensemble de l'histogramme en même temps. Alors, comment utiliser la courbe? Le classique S, c'est-à-dire que, donc, comme je l'ai dit précédemment dans les niveaux, ce que l'on cherche à avoir, c'est un fond de ciel plutôt noir, des étoiles rondes et pas trop brillantes, et surtout du détail dans les parties moyennes, les tons moyens, et dans ce cas-là, la nébulosité. Alors, comme on peut le constater, il y a une grimpée de bruit ici. Alors, j'ai pris volontairement une image qui n'est pas de qualité optimale, c'est-à-dire de souvenir, c'est pas une image qui présente un grand temps de pause. Donc on peut constater, vous voyez, une colorimétrie dans les étoiles assez timide. Et puis dans les extensions de nébulosité, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Le but d'avoir une image pas trop grande qualité, c'est de montrer en fait que on peut quand même faire des choses, mais qu'il ne faut pas non plus abuser. C'est-à-dire que si vraiment on essaie de pousser les curseurs de façon un petit peu abusive, entre guillemets, eh bien on a une montée de bruit excessive qui peut être dommageable pour l'image. Et on commence à voir vraiment les défauts qui peuvent être vraiment inesthétiques de l'image. Alors, revenons sur la courbe. Donc, on fonctionne toujours de la même façon, les tons sombres, les tons moyens, les tons clairs. Donc, si on agit sur la partie noire de la courbe, voilà. Donc là, ne sont concernés que les tons foncés. Il n'y a vraiment que qui vont être, surtout eux qui vont être touchés, mais toujours en corrélation avec le reste de la courbe. Sachant que chaque point que vous allez modifier, lui, va devenir statique.
C'est-à-dire que le but c'est d'appliquer un réglage, une fois qu'on est satisfait avec ces réglages, il faut le conserver. Donc logiquement, Photoshop va bloquer ce réglage, et ensuite vous pourrez aller agir sur d'autres parties de la courbe. Donc je disais, en règle générale, on fait un S comme ça, c'est-à-dire qu'on descend les tons sombres et on monte notamment les tons moyens. La résultante est que, si j'accentue un petit peu la chose, voilà, donc les tons clairs, et notamment les étoiles, grossissent. Si je viens agir ici sur la courbe, vous voyez que les étoiles grossissent. Donc il ne faut pas oublier de ramener la courbe, toujours, un petit peu vers le bas. Alors pas trop non plus, parce que là on commence déjà à le constater, mais il y a une espèce de halo gris qui se forme autour de l'étoile. C'est pas forcément esthétique non plus. Voilà, si je l'exagère un petit peu, ça donne ça. Donc il faut trouver le point où elles ne grossissent pas trop, et on a des étoiles qui sont, on va dire, le plus rondes possible, les plus petites possibles, mais pas non plus, on perd cette espèce de, voilà, ce dégradé en fait du plus clair vers le plus sombre, qui reste joli. Donc quand vous faites une modification de courbe, en général on bloque ici le point du milieu, dans les parties où toute l'information se trouve, parce que c'est elle qu'on va chercher à ne pas trop abîmer. Alors après, vous voyez que là on voit apparaître plein de choses, hein. De l'information il y en a, mais au détriment aussi du bruit. Donc tout ça c'est un choix très subjectif, et c'est à chacun de voir comment on peut trouver le meilleur compromis entre l'information qu'on souhaite voir apparaître et la qualité de la photo qui va en résulter en fonction des réglages donnés. Alors comme on peut le constater, donc là j'ai un petit gain d'information, mais du coup mon fond de ciel est devenu un petit peu bleu et est remonté en fait en luminosité. Donc après là vous pouvez retourner sur ici, vous venez ici et vous retournez sur le réglage que vous avez effectué. Donc vous pouvez soit recommencer à jouer avec ici, soit vous recréez un calque. Vous voyez que la courbe a changé. Et là, vous revenez clipper les noirs, par exemple, et revenir. Et après, vous pouvez appliquer un autre réglage pour rééquilibrer un petit peu la balance des couleurs. Voilà, donc, alors, une petite fonction que je vais vous présenter ici. Vous voyez qu'il y a l'œil ici, donc, de manière un peu instinctive, on comprend bien que si on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Voilà. En fait, le réglage appliqué disparaît, et on fait un avant-après pour pouvoir constater les améliorations ou les dégâts que peut faire le réglage sur la photo. Alors ensuite, on a vu la courbe, on va voir l'exposition. L'exposition, alors c'est un réglage qui va être intéressant dans un cas particulier, parce que c'est pas un réglage dont on se sert réellement souvent, notamment pour l'exposition, mais pourquoi pas, comme toujours, comme pour chaque réglage, c'est à vous de voir l'effet que ça apporte et l'utilisation que vous pouvez en avoir. Mais c'est un réglage qui va servir notamment pour la réduction du bruit, avec l'option décalage et la correction gamma. Donc le décalage, en fait, d'une certaine façon, va uniformiser les tons sombres. Vous voyez que tout ça se grise un petit peu. Du coup, en fait, le bruit est noyé dans une espèce de gris qui, lui, va être rabaissé, enfin rehaussé, voilà, dans un noir. Et vous voyez que le bruit, entre guillemets, a vraiment relativement disparu. Alors après, c'est un réglage aussi qui va, comme tous les réglages sur l'ensemble de la photo, va agir sur tous les détails de l'image. C'est-à-dire que vous voyez qu'on perd quand même beaucoup en information. Après, l'image peut être plus agréable à regarder. C'est-à-dire que là, c'est quand même très bruité, c'est très granuleux. On voit. Donc, à utiliser avec parcimonie. Mais, cela dit, vous voyez que en termes d'efficacité, c'est quand même assez bluffant en termes de réduction de bruit. On va passer à la vibrance. Pareil, ce sont des curseurs, donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'explication et de comprendre vraiment à quoi ils correspondent. C'est tout ce qu'est la saturation, donc c'est à vous de déterminer le réglage que vous souhaitez avoir.
et le valider ou pas. Ensuite, la balance des blancs, pour finir. Donc là, pareil, des curseurs, donc vous jouez avec. C'est à vous de déterminer si bon, votre image est trop bleue, trop rouge, trop verte. Donc de trouver les réglages qui correspondent à votre image. Ici, voilà, on est un peu bleu. Alors une façon de mesurer votre fond de ciel, c'est d'aller utiliser l'outil pipette, l'échantillonnage de couleurs. Ensuite, vous venez cliquer sur votre fond noir, et voilà, là vous avez en fait donc le repère 1 qui va correspondre au 1 ici. Votre balance RVB, donc à savoir que vous avez 23, 27, 27, ce qui en général donne un noir relativement équilibré. Et ensuite, vous pouvez le faire 4 fois donc, dans l'image. Vous voyez que vous restez relativement cohérent sur les valeurs. Et après, si vous agissez sur la balance des blancs, ces valeurs-là vont changer. On revient sur l'onglet ici, information, et on peut voir que les valeurs ont quelque peu changé. Par exemple, comme j'ai agi sur le rouge dans la balance des blancs, et bien les valeurs en fait en rouge aussi ont changé. Voilà, alors on va passer rapidement sur la teinte couleur. Donc vous avez ici le choix entre global, donc toujours sur l'ensemble des couleurs de l'image, une possibilité d'action. Vous pouvez après individualiser votre action et ensuite jouer. Bon, il n'y a pas trop de rouge, donc on va aller jouer sur les bleus, jouer sur la colorimétrie des bleus. Oui. Oui, ça peut donner. Donc je vais sur la saturation et la luminosité. Voilà, donc tout ça est quelque chose de très personnel. Tous ces réglages sont infinis, vous pouvez choisir, modifier, revenir, mélanger ces différents réglages de façon vraiment infinie, donc c'est vraiment vous qui allez déterminer ça. Il faut essayer, il faut tenter, il faut faire des tests, recommencer, réeffacer. Pensez aussi à vous séparer de votre image pendant quelques heures éventuellement, ça permet à l'œil de se réadapter à une colorimétrie plus naturelle. Rester devant un écran pendant des heures, en fait, va créer sur l'œil une adaptation qui ne sera pas forcément objective par rapport à l'image elle-même. Si vous suivez un petit peu certaines personnes qui vous présentent leur travail dans le groupe ou sur Internet, vous pourrez voir que les gens qui ont passé beaucoup de temps sur une image ont souvent une saturation, un contraste assez élevé, et de leur faire la remarque va permettre de revenir un petit peu en arrière. Je le dis parce que ça m'est arrivé. Je suis moi aussi sujet à ça, on l'est tous, donc il faut vraiment prendre en considération les critiques que l'on peut vous faire et revenir sur votre image pour y apporter quelques modifications et la re-regarder. C'est surtout ça qui est important, d'apporter un regard reposé sur votre image et en avoir un esprit critique. Voilà. Donc pour l'ensemble des outils principaux que l'on utilise avec Photoshop, ce sont ceux-ci. Alors, je vais passer au petit soft dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ce qu'il permet est quand même très appréciable. Alors je vous le montre brièvement. Donc ce qu'il va faire, voilà, c'est créer un masque de luminance. Alors un masque, c'est un petit peu comme un calque. Donc il va s'ajouter à un calque. Et en fait, les parties noires et grisées sont les parties qui vont être protégées. Et les parties plus claires seront les parties où le réglage va s'appliquer de manière plus forte. Alors donc c'est en anglais, mais bon, je pense que vous arriverez à vous y retrouver. Donc moi j'utilise exclusivement donc, les différents réglages qui sont ici, donc qui vont être des niveaux de masque. Donc plus vous allez dans les darks, plus vous aurez en fait, par exemple les nébulosités qui vont être protégées du réglage. Et moins les noirs seront touchés aussi, mais ce sont essentiellement les noirs qui vont être touchés. Donc c'est très pratique en astrophotographie parce que l'astrophotographie c'est assez simple. On a une partie noire et une partie claire. Donc quand on parle de dark ici et de light, on comprend assez rapidement que quand on est dans la partie dark, on va s'occuper du fond de ciel, et quand on est dans la partie light, on va s'occuper de l'objet et des étoiles. On va aller cliquer en light. Alors en light, j'utilise quasiment que le réglage 1, puisqu'après on arrive assez rapidement, vous voyez,
un masque qui va être très très exclusif, très pratique pour gérer les étoiles, mais on est assez rapidement dans du noir. Donc voilà, cet outil vous permet de générer des masques et ensuite d'appliquer à votre image de manière sélective. Donc ici on va faire un travail sur le fond de ciel. 4 réglages, donc curves pour les courbes, levels pour les niveaux, BC c'est brightness et contrast, donc c'est luminosité contraste, hue saturation, donc pour la vibrance et la saturation. Alors on va commencer par faire les niveaux parce que c'est relativement simple. Donc vous voyez que là on n'a pas d'histogramme, on n'a pas d'information, on n'a pas d'histogramme. Donc on peut relativement rapidement comprendre que le masque s'applique bien sur une zone où il n'y a pas d'information, donc le fond de ciel. En plus, donc là, comme on a appliqué tout un tas de réglages, le fond de ciel est assez homogène, très noir. Donc forcément, c'est une zone dans laquelle on ne trouve pas beaucoup d'informations. Cependant, eh bien, on peut toujours agir dessus. C'est-à-dire que voilà, si on veut encore plus noircir le fond de ciel, eh bien, on peut constater que ça marche. Et ce, sans toucher l'objet ou les étoiles. Elles sont protégées. On peut faire par exemple un essai. Si on fait par exemple ça et qu'on applique un niveau, vous voyez la différence? Assez rapidement, on constate que si on pousse vraiment beaucoup, on applique vraiment le réglage sur l'ensemble de la photo, comparé à ça. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que c'est ce qui était très pratique et très agréable dans ce type de masque, c'est que c'est très progressif, c'est-à-dire que le fond de ciel n'est pas totalement blanc, et que tout va vers comment dire, un noir dans les hautes lumières. Donc ce qui permet au réglage d'être progressif et pas exclusif, c'est-à-dire que ça évite la formation de zones marquées entre par exemple les objets et le fond de ciel, comme si vous faisiez une sélection avec comment dire, un contour progressif un petit peu trop net. Voilà, donc c'est un outil très pratique. Si par exemple on va agir sur les étoiles, là on peut faire par exemple une saturation, et bien on va appliquer une saturation sur les étoiles. On peut, voilà, je ne sais pas si vous voyez, donc ici notamment dans les jaunes, ça booste pas mal la saturation, donc permet de gérer une colorimétrie un petit peu juste sur l'image d'origine, et puis la booster un petit peu si on le souhaite. Alors comme vous le constatez, j'ai parlé de saturation, donc on est arrivé dans l'onglet teinte saturation. Alors, cet outil propose 4 réglages possibles, il n'en propose pas d'autres, c'est la version gratuite que je vous encourage à télécharger, je mettrai là aussi le lien en commentaire. Et donc pour arriver à avoir les mêmes réglages, eh bien il faut simplement faire ceci, c'est-à-dire que si vous avez un masque, ce masque-là vous intéresse, mais vous aimeriez travailler l'exposition par exemple, qui n'est pas proposé dans les 4 réglages ici, ou travailler directement aussi avec l'onglet Vibrance Saturation, qui n'est pas le réglage par défaut du TK, eh bien il suffit simplement de cliquer sur le masque ici, donc pas ici, hein, mais vraiment sur le masque ici, de faire un clic droit, ajouter un et ensuite venir cliquer sur le réglage ici. Et comme on peut le constater ici, donc c'est ajouter un calque par-dessus avec le masque que nous souhaitons avoir, et le réglage est apparu ici. Et il suffit simplement maintenant, voilà, de venir jouer avec le réglage. Et comme on peut le voir, donc l'objet principal est quand même relativement protégé. Et ensuite appliquer la correction de gamme. Donc là, vous voyez que par rapport à avant, on a un fond de ciel qui est encore moins bruité. Bon, l'image est absolument dégueulasse, mais ce que je souhaite ici, c'est vous montrer vraiment l'effet de ces réglages et la façon de s'en servir. Voilà. Alors ensuite, quand vous avez fini votre image, vous sélectionnez
tous vos calques. Donc vous cliquez sur votre double du calque d'arrière-plan. Ensuite vous sélectionnez tout en faisant Maj clic. Ensuite clic droit, fusionner les calques. Vous pouvez faire un CTRL E aussi. Ça va fusionner les calques. Voilà, et ensuite vous avez vos deux images, avant, après, avant, après. Voilà, alors je fais un CTRL Z pour revenir à l'ensemble des calques. Donc pour résumer la façon dont fonctionne Photoshop, donc les calques qui s'ajoutent les uns par-dessus les autres, etc., etc. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez faire un avant-après avec ou sans calque, voir ce que ça apporte à l'image, etc., etc. Et ensuite, un outil aussi qui est très agréable, si par exemple sur un calque que vous pensez avoir fait un réglage trop important, mais que vous souhaitez, comment dire, atténuer un petit peu le calque, voilà, par exemple, on avait un petit peu de couleur, là vous trouvez que c'est un petit peu fade, vous allez ici dans l'opacité, vous mettez sur le calque, vous venez ici, cliquer et changer la valeur d'opacité du calque. Vous voyez que le calque à 0%, c'est un petit peu comme si je supprimais le calque, et puis si vous augmentez, le calque s'applique de plus en plus, jusqu'à 100% pour l'intégralité du réglage, mais voilà. Si vous pensez que vous avez été trop fort de 40%, eh bien, il suffit simplement de régler l'opacité du calque à 60 et ça vous évite de refaire un réglage, mais simplement d'atténuer l'effet du calque. Ça aussi c'est très utile. Si vous faites des réglages, faire des réglages comme par exemple dans les courbes, vous voyez que pour une courbe, vous n'avez pas de valeur. C'est très approximatif quand même si elles sont affichées ici. Ce que vous cherchez à faire et à trouver, c'est entre guillemets plus ou moins aléatoire, même si vous savez un peu ce que vous faites. Donc l'avantage de passer par l'opacité du calque, ça va être de minimiser son effet. Voilà. Et c'est une manière, en fait, on va dire, d'être un petit peu plus précis dans l'application du réglage que l'on a fait. Voilà, j'espère que ce tuto vous a permis d'y voir un petit peu plus clair dans Photoshop. Il y a certainement encore des tas de choses à en dire, certains petits réglages dont je n'ai pas parlé d'ailleurs. Mais d'abord, c'est un bon départ, surtout si vous êtes vraiment débutant, vous ne connaissez pas du tout Photoshop. Commencez par la base, c'est ces réglages de base ici, jusqu'à la balance des blancs. Et puis déjà, si en plus vous pouvez vous fournir le ticket Basic, donc qui est compatible CS6 et suivant, mais pas les anciennes versions, c'est quand même un plus. Si vous avez les scripts, c'est bien aussi, vous pouvez les découvrir par vous-même, il y a tout un tas d'options possibles. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce tutoriel, n'hésitez pas à commenter, poser vos questions, notez vos remarques éventuelles aussi. Rejoignez-nous sur Facebook si ce n'est pas déjà le cas. Et puis surtout, partagez vos photos. Voilà, amicalement et à très vite.